Papag, Oui, est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Yes. François Bédard, voici un allié qui serait super intéressant pour le Canadien. Owen Tippett. Des rumeurs mentionnent que les Flyers pourraient l'échanger. Ben, moi, je me demande pourquoi Philadelphie ferait ça. C'est quand même un gars de 25-30 Mais buts. quelle rumeur? Ben, j'ai vu passer des Ah, trucs tu l'as comme vu? ça. Ouais? Oui. OK. Regarde, pourquoi il l'échangerait? J'ai aucune idée. Un gars de 25-30 buts qui est quand même pas vieux. Je pense qu'à l'âge, il était du même repêchage que 2017. Suzuki, Chiar et compagnie. Ouais. Je vois pas pourquoi. Est-ce qu'il serait intéressant pour le Canadien? C'est évident, mais c'est sûr que faut donner pour recevoir. Est-ce que le Canadien aurait nécessairement ce que Philadelphie recherche? Je ne le sais pas. Mais oui, il apporterait du poids et tout en étant un bon marqueur de but. Martin D. J'ai vu des classements de joueurs en fonction des statistiques avancées, des joueurs repêchés, et Pugachev était très bas. Le commentaire avec la fiche disait que son modèle considérait que la MHL était très faible et que ça reflétait sur les résultats. Est-ce que ça pourrait être un avantage pour le Canadien grâce à leur lien et proximité avec les ligues russes? Est-ce que ça se peut fausser la donne pour les équipes et le Canadien le sait? Est-ce que ça peut fausser la donne pour les équipes? Pardon? Ouais. Ben, la MHL, c'est sûr que c'est pas un super gros calibre. Cependant, il y a eu beaucoup de joueurs de la MHL qui ont été repêchés en fin de semaine. Fait que je pense que les équipes, justement, ils vont lancer des dards sur ces gars-là parce qu'ils savent que la ligue est faible, mais ils voient quand même les niveaux, les habiletés de certains joueurs. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu arrives en 4, 5, 6e ronde, ils vont prendre des Russes dont on n'a jamais entendu parler. Et est-ce qu'il y en a beaucoup qui percent? Non. Mais, regarde, je pense pas que le Canadien nécessairement... Ils ont peut-être de l'information privilégiée dû au fait que le père de Bobrov travaille dans la KHL. Mais, regarde, les équipes, ils vont... lorsque les équipes repêchent des joueurs russes, je pense qu'on y va avec le talent brut. Et c'est ça, c'est vraiment des dards. Bobrov a raconté en conférence de presse qu'il était le seul recruteur dans un tournoi où est-ce que Pugachev jouait à Saint-Pete. Fait qu'il y avait eu vraiment un lien privilégié pour le voir jouer. Ben, ils doivent tous le suivre, là, quand même. Regarde, moi, je l'avais quand même vu en vidéo à peu près 1 million de fois cette année. Fait que si moi, je l'ai vu, regarde, tout le monde le connaissait. Il est sorti au rang où il devait sortir à peu près. Je pense pas qu'il y ait... Tu sais, le jour où, à un moment donné, les Canadiens sortiront, l'histoire était connue, là, un Pavel Datsyuk, bien caché dans le fin fond de la Russie. Là, on pourra dire Romanov, que c'est ça. à la limite. Romanov, à la limite, mais c'était pas la même administration. Oui, c'est ça. Ouais. Puis pour en revenir à sa question sur les stats avancées, est-ce que c'est souvent avantageux pour des joueurs de son style physique, plus qu'en possession de rondelles ou en création de jeu? Oui, bien, je pense que... je ne sais pas stats avancées dans le cas de Pugachev, si c'était carrément une stat qui avait rapport au calibre de la Ligue ou si c'était vraiment les stats avancées de Pugachev dans sa Ligue. Ça, c'est pas clair, là, ce qu'il dit. Okay. Mais d'après moi, c'est plus le fait que la MHL, lorsqu'on fait des statistiques, on fait des modèles, la MHL, elle est basse. Donc, automatiquement, un gars comme Pugachev, qui est quand même pas un super marqueur dans la MHL, ben là, tu dis, écoute, il ne score pas dans une ligue faible. Ouais. Mais sa contribution va au-delà de ça. William David R. Question pour le Snake. Pour quelqu'un qui souhaite commencer à faire du scouting en amateur, est-ce qu'il y a des ressources comme des livres, des guides, etc., que tu conseilles afin d'apprendre à bien évaluer les joueurs et réussir à trouver les qualités qu'on cherche chez un futur joueur de la LNH? Moi, je te dirais, William David, non, il n'y a pas de livre, de guide qui existe. Cependant, si tu regardes, je ne sais pas moi, tu sais, les trucs, exemple, là, je nomme un nom, là, mais c'est pas que c'est une référence, mais c'est pour te donner un exemple. Si, mettons, tu es abonné à Athlétique puis tu regardes un gars comme Scott Wheeler. Scott Wheeler fait des descriptions très détaillées, écrites très détaillées des joueurs qui ressemblent beaucoup à des rapports de dépistage. Alors, c'est un exemple. Tu peux t'inspirer de ça. Tu peux ne pas être d'accord avec les évaluations de M. Wheeler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ça auquel les équipes s'attendent. Alors, si jamais à un moment donné, toi, tu veux travailler dans une équipe et que tu veux te faire un portfolio, je te conseille énormément de faire justement des rapports de dépistage sur peut-être une vingtaine de joueurs. Tu vas avoir du Midget 3A, du junior majeur du Québec. Puis, commence à regarder ça, puis dis-toi, OK, on va sur quoi? C'est quoi les qualités? Souvent, on va regarder le patin, on regarde le sens du jeu. On regarde ce qu'on appelle, en anglais, il y a une expression, le A-game et le B-game. Le A-game, ce que c'est un gars, ce sont les qualités principales, les habiletés d'un joueur. Le B-game,
c'est qu'est-ce qu'il fait sans la rondelle et qu'est-ce qu'il fait les soirs où son A-game n'est pas là. Ouais. Parce que tous les joueurs ne sont pas sur leur A-game, mais ils peuvent compenser avec d'autres petites choses qui font bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les B-games. Et le B-game, souvent, est la différence entre faire la LNH et ne pas la faire. Fait que moi, je te conseillerais, comme je t'ai dit, lis, puis commence à te pratiquer. Puis, regarde, on en parle souvent dans le podcast, qu'est-ce qu'on recherche. Alors, inspire-toi un petit peu de ça. Puis si tu deviens bon, ben tu rentres dans la machine. Exactement. Puis un coup que tu es dans la machine, ben c'est ça. La machine est derrière toi. Exactement. Martin B. Avec la glissade de Chase Reed, avez-vous des exemples dans l'histoire où des joueurs ayant été choisis plus tard que le consensus des observateurs externes qui se sont avérés des joueurs d'impact, voire qui auraient pu être repêchés au rang que les observateurs leur donnaient? Tu sais, en général, c'est très, très rare, OK? Puis j'ai cherché. Puis j'ai eu de la misère j'ai pas vraiment trouvé ce que tu décris, Martin. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont trouver quelque chose. En général, les joueurs qui glissent par rapport à ce que les observateurs externes pensent, c'est très rare qu'ils vont devenir des joueurs d'impact. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils glissent. Mm-hmm. Puis, la raison pour laquelle ils glissent, ben, les observateurs externes également les voient, ces raisons-là. Fait que c'est bien rare qu'un gars va être classé, mettons, 5e, 6e, il glisse 30e, puis il devient aussi bon que le 5e ou le 6e joueur. Moi, j'ai pas trouvé d'exemple. Et la glissade de Chase Reed, regarde, c'est pas une grosse glissade, dans le sens qu'il a été choisi 7e, et il a été victime un peu du fait que les équipes avant avaient un joueur meilleur que lui sur la liste. Mais je te donne un exemple. Mettons que, je sais pas moi, c'est pas Buffalo qui choisit 4e. Mettons que c'est Chicago. Ben, qu'est-ce qu'il dit que Daxon Rudolph, là, il n'est pas sur la liste de Chicago, c'est quelqu'un d'autre. Puis peut-être que Daxon Rudolph, il est 5e sur la liste de tout le monde, puis il aboutit à San Jose. Donc, pour moi, chez Sui, c'est pas une glissade. Une glissade, ça serait un gars, mettons, comme Angelo Esposito. Il y a longtemps, qui avait été choisi 20e, alors qu'il y en avait encore qui le voyaient top 5. Mais la Ligue nationale le voyait plus bas que les observateurs externes, en tout cas surtout au Québec. Et vois-tu, il n'a même pas été à la hauteur de médecin choix. Par glissade, il veut dire qu'il y a certains observateurs qui le voyaient peut-être être repêché par Toronto. Chase Reed, tu sais. Ah, dans ce sens-là, oui. Écoute, il y a peut-être Dylan Cousins, que tout le monde voyait à Chicago au 3e rang. Oui, mais c'est pas une grosse glissade. Mais Chase Reed non plus, c'est pas une grosse glissade. Non, moi, une glissade, pour moi, là, t'es vu dans le top 10 puis tu pars 31e. Ah bon, OK, c'est différent. Tu sais, est-ce que Xavier Villeneuve est une glissade? Non. Parce que même les observateurs externes l'avaient baissé dans leur classement si tu regardes les trucs publics. Ouais. Fait que non, je trouve que je pense pas. Mais comme je t'ai dit, peut-être les auditeurs vont en trouver. Harkness D. Quelle était ton opinion sur Keaton Ellerby, un flop de 2007? On disait ironiquement qu'il avait moins le sens du jeu que Gary Bettman. On disait ça, oui. Ouais, Keaton Ellerby, un défenseur de la Ligue de l'Ouest, qui avait des statistiques plutôt médiocres et qui a quand même été choisi 10e par les Panthers en 2007. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale et là, aujourd'hui, il ne joue plus. Il a joué à peu près dans tous les pays du monde. Il a eu 4 buts en 212 matchs dans la LNH, joué principalement avec les Panthers. Qu'est-ce que j'en pensais à l'époque? Ben moi, quand j'ai vu qu'il était choisi 10e, je me suis dit que c'est ça. Fait que, est-ce que ça t'en dit... est-ce que ça te donne la réponse, M. Harkness? Ouais. McDonough était 12e. Ouais. Tu l'avais loin, McDonough, non? Bon, moi, je l'avais entre 20 et 30. Parce que pour moi, tu sais, ce genre de joueur défenseur défensif-là, oui, il y en a qui deviennent bons. Mais je priorise le talent brut avant. McDonough même si ces gars-là, il a surpassé les attentes. Oui. François P. Question. Le style de jeu de LNH a évolué au fil des années et de ses champions. La LNH d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 20 ans. Est-ce que votre définition ou caractéristique d'un joueur de talent a également changé depuis? À titre d'illustration, est-ce que votre liste d'espoirs au repêchage 2006 aurait été la même si les espoirs avaient joué en 2026, et ce, sans tenir compte de leur carrière dans la LNH? Écoute, c'est drôle. Juste, j'adore la question. C'est vraiment particulier. Vas-y. Parenthèse. Ouais. C'est Bob Rove qui dit on a choisi un gros gars robuste parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a
plein de joueurs de talent puis d'habileté individuelle. Mais à l'époque, on disait le contraire. Ouais. C'était plein de gars robustes, mais pas beaucoup de gars de talent. C'est drôle comment ça a changé. Ben, est-ce que le style de jeu... Oui, le style de jeu a évolué, mais est-ce que vraiment le recrutement a évolué? Et je vais te dire pourquoi. Tu sais, le talent, c'est toujours important, puis le niveau de compétitivité, la robustesse, c'est toujours important. Les deux choses ont toujours été importantes. La question est qu'est-ce qui prime? Je pense que le talent prime encore. On le voit avec les McKenna, Stenberg et Malhotra et compagnie qui sont choisis. En premier, si on remonte à 2006, vu que tu donnes cet exemple-là, c'est une année, moi, où j'avais Phil Kessel là, au premier rang. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais Phil Kessel au premier rang? Probablement pas. Mais j'aurais pas Phil Kessel au premier rang parce que le hockey a changé. Et comme tu dis, ça n'a pas rapport à carrière. C'est que Phil Kessel, c'est un gars qui avait un petit peu des mauvaises habitudes de travail. Et moi, j'avais peut-être tendance à ignorer ça davantage à l'époque. Donc, c'est plus une évolution personnelle. Parce que du côté hockey, on a les habitudes de travail, ça a toujours été important. Alors, je te dirais que non. Oui, le hockey a évolué, a changé au fil des ans. Si tu me disais, est-ce que tu referais les mêmes choix, mettons, qu'en 1980? Ben encore là, je te répondrais que, tu sais, je rappelle 1980, Paul Coffey, un défenseur qui patine puis qui transporte la rondelle, ça a encore la cote aujourd'hui, même si le hockey a changé. Regarde, les Notines, il n'y avait pas la cote au repêchage. Mais quand tu vois ce qui est devenu, tu es content de l'avoir dans ton équipe. Fait que, regarde, non. Moi, je vois pas de différence, à part une évolution personnelle suite aux erreurs que j'ai faites par le passé. Simon Lerat. J'ai une question sur les jeunes joueurs qui ont été obtenus alors qu'ils n'avaient pas encore atteint leur plein potentiel, par exemple Dak et Newhook. Est-ce que ce genre d'acquisition est approprié seulement pour une équipe en reconstruction ou est-ce toujours pertinent pour une équipe de lancer une fléchette sur ce genre de joueur? Ah, tout le monde. Ben oui. Tout le monde. Oui. L'idée, par exemple, c'est qu'il faut que tu te dises, bon, c'est quoi le prix à payer, premièrement? Je crois que le prix pour Newhook à payer était bien correct. Le prix pour Dak était peut-être un petit peu élevé. Puis, à ce moment-là, peut-être pas. Oui, là. non, mais quand même. Puis ironiquement, c'est que c'est celui qui a coûté le moins cher qui est meilleur que l'autre. Ouais. Regarde, non, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais il faut quand même être réaliste. Il faut savoir que quand on lance ce dard-là, mettons, tu le fais 4-5 fois, mettons, tu le fais 5 fois. Écoute, si ça éclot une fois, bravo. Si ça éclot 2 fois, c'est absolument génial. Il faut que tu dises ça. Il ne faut pas que tu dises que les projets, ce qu'on appelle les projets de réclamation, là, ça ne marche pas tout le temps. Patrick T. Pourquoi les dépisteurs de la Ligue cherchent toujours à repêcher les gardiens de grande taille, même s'ils sont peu mobiles? Un gardien de plus grande taille a souvent une carrière plus courte à cause des blessures, par exemple Ben Bishop à 6 pieds 7 pouces. Bien, Pag, j'aimerais ça partager la réponse avec toi. Moi, je veux simplement dire que les gardiens de grande taille, c'est parce qu'ils couvrent tout le filet, Oui. alors que les petits, tu as l'impression qu'il y a des trous partout. Je ne sais pas, toi, Pag, qu'est-ce que tu penses de cette... est-ce que tu veux compléter, me contredire, whatever? Non, je pense que tu as une excellente piste parce que, parce que si... premièrement, c'est juste une question de statistique. Plus tu couvres de filet, plus tu as de chance de juste que la rondelle te défie dessus. Maintenant, je pense que les gens vont rechercher plus de mobilité que de taille parce que la mobilité va pouvoir surpasser la taille. Mais effectivement, quand il y a du trafic, quand tu n'es plus capable de bouger, si tu es assez gros pour arrêter la rondelle, ben la rondelle est arrêtée. Ben, pourquoi prendre l'exemple de Ben Bishop qui est blessé à CC7 puis pas prendre l'exemple de Rick DiPietro qui est un petit gardien qui est blessé? Ouais. Ils sont tous... ouais. C'est pas une question de taille. Non. Pag, d'après toi, là, puis moi, j'ai connu l'époque des Rogatien Vachon à Saint-Pierre-Neuf, qui est un gardien exceptionnel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un gardien exceptionnel, et je dis bien exceptionnel, qui mesure Saint-Pierre-Neuf, serait remarqué par la Ligue nationale? Est-ce que quelqu'un en 7e ronde le prendrait ou on dirait ça vaut même pas la peine de... Non. J'ai jamais vu un gardien de 5 pieds 10 et moins. 5 pieds 9, c'est pas impossible, mais en bas Ah oui? d'après moi... Ok, j'ai jamais vu ça. Ben, il y avait Rogatien dans le temps. Non, mais Rogatien dans le temps, ça fait 50 ans. Là. Oui, c'est ça. Mais on parle d'impossible, je veux dire d'exceptionnel. Ouais. En tout cas. Michael D. Stéphane L. Ouais. Si Mason Marchment intéresse le CH, pourquoi ne pas donner un choix à Columbus pour acquérir et négocier son contrat avant le 1er juillet?
Bon, ça dépend comment tu évalues tu valorises tes actifs. Mais ils le savent, hein? Ouais. Ils le savent. T'sais- Si Marchman est intéressé, généralement, tu sais, comme Goodus, c'est Oui, ceux oui, qui ont des Goodus pistes. Greer, Là. là. Goodus Non, mais Greer, ça, c'est... ça se les deux parle, le savent. là, ça- Mais Carlson, il n'a pas signé à Caroline. Il n'a pas signé. Ouais. Ça ne marche pas tout le temps, ça. Non. Mais c'est ça. Puis ça dépend comment tu valorises tes actifs. Parce que des fois, tu peux te dire, écoute, on m'a tant donné un choix de 5, un choix de 6, puis au moins, je vais avoir 2-3 jours pour négocier avec lui. C'est pas Saravelli en fin de semaine qui a dit que le Canadien a fait une offre monstre pour Marchment. Columbus a dit qu'il n'était pas disponible, puis 2 jours après, Marchment a dit qu'il ne serait pas intéressé à signer. Ça se À Comme suivre. quoi, il Ça s'est se peut. laissé séduire, en tout cas. Michael D. Question pour le Snake. Je comprends que selon vous, le modèle de loterie du repêchage n'est pas le bon à adopter dans une ligue de sport. Mais est-ce que le vrai échec dans ce modèle est l'octroi de joueurs avec un potentiel élite à des équipes de milieu de peloton? Il y a de nombreux exemples. Matthew Schaefer, Alexis Lafrenière, Gavin McKenna. Ces joueurs voient leur rôle possiblement réduit comparativement à leur capacité, étant donné la présence de joueurs de qualité dans l'alignement. Et cela doit aussi réduire les chances de ce joueur à un jour gagner les grands honneurs, étant donné que même avec la sélection au premier ou deuxième rang, l'équipe restera au milieu de peloton pendant plusieurs années. Oui, encore là, c'est une excellente question. Cependant, Michael, moi, je me dis une chose. Ça dépend des exemples. Tu vois, regarde, Lafrenière, Schaefer. Matthew Schaefer, oui, il arrivait à une équipe qui était de milieu de peloton, mais il a gagné sa place, puis à 18 ans, il jouait plus que tout le monde parce qu'il méritait. Alexis Lafrenière, lui, il est arrivé aux Rangers, une équipe de milieu de peloton, grâce à la loterie. Il était un petit peu bloqué, mais est-ce que Lafrenière a été nécessairement bloqué ou c'est parce qu'il n'a pas réussi à forcer la main de l'équipe ou un peu entre les deux? Un peu entre les deux. Un peu entre les deux. Fait que je pense que ça dépend toujours des cas. C'est sûr qu'un gars qui arrive dans une équipe faible, oui, il va avoir beaucoup de glace, mais en même temps, souviens-toi d'Alexandre Daigle qui est arrivé dans une organisation où il était laissé à lui-même. C'était pas mieux non plus. Exact. T'sais. Rock. Avec l'acquisition de Bowen Byram, est-ce que les Blackhawks envoient le message qu'ils ne croient plus en Kevin Korchinski? Ben, je pense que le train a quitté la gare. Mathias, ça fait au moins une couple d'années qu'on parle de Korchinski. Puis que Ma réponse? Oui, c'est ça. Kevin B. Quand on parle de surperformer ou de sous-performer son rang de sélection, quel est l'apport des autres joueurs repêchés avant et après un joueur dans son évaluation, quelques années après sa sélection? Je pose la question afin de savoir si le talent d'un repêchage a une incidence. Ah, j'ai vraiment passé une belle année parce Ben oui, que, hein. écoute, des questions là, Ouais. comme ça, en tout cas, j'adore ça. Regarde, je vais te répondre en 2 volets, Kevin. Je pense que quand on parle de rang de sélection, on y va avec la moyenne des 20, 25, 30 dernières années. On parlait du 28e rang où le Canadien choisirait. On a nommé des noms. On a dit qu'il y avait 50% des joueurs qui ne faisaient pas la Ligue. Alors, à ce moment-là, tu dis, quand tu fais des repêchages, ça vaut quoi un 28e choix? Alors, si le gars, il choisit 28e, il fait 35 buts, bien oui, il a surperformé son rang de sélection. Cependant, il est vrai que quand tu regardes le repêchage en question, où le joueur a été pris, tu sais, je vais parler d'un joueur que je voyais énormément haut et que finalement, il est devenu un joueur de 4e trio, c'était Tyson Jost en 2016. Il a été choisi 10e. C'est évidemment que le gars n'a pas surperformé son rang de sélection. Mais est-ce que tu peux nécessairement, par rapport à l'année de repêchage en question, te dire que c'est un total flop? Non, parce que M. Jost joue encore dans la Ligue nationale sur un 4e trio. Et si je m'en vais sur HockeyDB, je remarque quand même encore que Jost est dans le top 20 des compteurs de la Ligue. Des compteurs de ce repêchage-là. Il y a des gars juste en avant de lui, comme Sam Snead, ou juste en arrière de lui, Brett Howden. Alors, aujourd'hui, si tu refais le repêchage, croyez ou pas, Tyson Jost est encore un choix de premier rang. Galchenyuk en 2012. Oui, Galchenyuk en 2012. Ouais. Non, il n'a pas surperformé son 3e rang. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, tu refais le repêchage pour quelques années où Galchenyuk a été pas pire. Ben oui, tu le repêches peut-être 20e, 21e. Ah, peut-être même pas si loin peut-être que ça. même avant. Ouais. Ben oui. Ah ouais. Botta P. Si aucun joueur de centre n'arrive à Montréal, est-ce qu'un joueur comme Yegor Vinogradov pourrait jouer sur un 2e Bien trio? joué. En attendant Age, après, il pourrait jouer sur le 3e trio. Oui, ça, c'est un joueur qui est encore sous contrat en Russie pour 1 an. C'est un attaquant qui a commencé à produire et puis qui a un bon coup de patin, des bonnes mains, un bon lancer.
il ne viendra pas cette année dans la LNH, mais je pense qu'à la fin de son contrat l'année prochaine, c'est un agent libre qui va être très en demande. On a eu cette année, comment il s'appelle? Enfin, il y a un Russe là, qui a signé à... Oui, à Chicago. Oui, Vitaly Kinchuk. Je pense que Vinogradov est supérieur à ce joueur-là, mais je reviens tout le temps à mon exemple. Le fameux trio d'il y a une dizaine d'années, Shipachev, Gusev, Dadonov. Ouais. En Russie, c'était dans cet ordre-là. Dans la Ligue nationale, Dadonov a été le meilleur des trois. C'est de la sorcellerie. À ce moment-là, est-ce qu'il pourrait jouer sur un deuxième trio en ce moment? Le potentiel est là. En attendant Age, après, il joue sur un troisième. Les réponses c'est oui, 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 oui. C'est des contrats qui ne coûtent pas cher. C'est des contrats d'1 an habituellement. Et après ça, ben écoute, si tu n'es pas content, tu le laisses aller. Je ne dirais pas non pour un joueur pratiquement obtenu gratuitement. Mais ça sera pour l'été prochain, mon cher ami. Simon, Oui. je te souhaite un Yes. merveilleux été. Merci beaucoup. Papag, avec la petite, j'espère que tu vas avoir des moments fantastiques. Merci, Mathias. Puis on revient en pleine forme en septembre. Toi aussi avec tes gars. Yes, sir. Bon Très été, belle année Simon. avec vous, messieurs. Ouais. Puis à tous les auditeurs de l'Extra, bon été. Puis le 14 septembre, ou à peu près, ça arrive vite. Super. Bye. Salut!